Les Enfants verts, ou le récit singulier des événements survenus en Volhynie, considéré par William d'Alisson, médecin de Sa Majesté le roi Jean Casimir. 2. Cela s'est passé au printemps de l'an 1656. Alors même que séjournais en Pologne, j'étais arrivé dans ce pays quelques années auparavant, convié par Louise-Marie de Gonzague, l'épouse de Jean de Casimir, roi de Pologne, afin de pouvoir, à la fonction de médecin du roi, il en va sans dire que je ne pouvais décliner une pareille invitation, en particulier pour des raisons de nature personnelle, qu'il serait vain toutefois d'évoquer ici. Je ne cache pas qu'en prenant à l'époque la route vers la Pologne, je me sentais mal à l'aise, car je ne connaissais aucun pays éloigné à ce point du monde qui m'était familier. Je me prenais pour quelqu'un d'excentrique, pour quelqu'un qui s'aventurait au-delà du centre où on savait à quoi s'en tenir. J'avais peur des coutumes étrangères, de la violence des peuples orientaux, mais plus encore, je craignais le climat imprévisible, le froid et humide de cette contrée. J'avais toujours à l'esprit le sort de mon ami René Descartes, lequel, invité par la reine de Suède, s'était rendu quelques années auparavant dans ces châteaux nordiques glaciales de lointaine Stockholm, ayant contracté un rhume et mourut dans la fleur de l'âge, en pleine possession de ses facultés mentales. Quelle perte pour la science! Redoutant pareil destin et empli d'inquiétude, j'avais apporté de la France de magnifiques fourrures, mais les premiers hivers déjà s'étaient révélées bien trop légères et trop fines pour le climat social. Le roi, avec qui je m'étais rapidement lié à une réelle amitié, m'avait alors offert une fourrure de loup, longue jusqu'à la cheville, et que je me quittais plus d'octobre à avril. Je l'apportais encore plus du périple de la Lituanie et de l'ordre navré jusqu'ici. Alors même que nous étions à la fin de mars, sache, cher lecteur, que les hivers en Pologne sont rudes, si rudes qu'on l'on prend un chemin de traverse sur la Baltique gelée pour parvenir en Suède, et qu'en période de carnaval, sur les glaces des petites rivières et des étangs, on organise souvent des foires. Cette saison dure longtemps et la végétation est recouverte de neige. Aussi, un botaniste ne dispose que de fort peu de temps pour son travail. C'est donc par la force des choses que je m'en occupais des gens. Je me nomme William Davidson, je suis écossais, d'origine d'Aberdeen, mais j'ai longtemps vécu en France, où ma carrière fut couronnée par le titre officiel de botaniste du roi. Et j'avais publié mes œuvres les plus marquantes, bien que nul n'en ait eu connaissance en Pologne. J'y jouissais d'une grande estime, car vous, ici, une admiration sans borne à toute personne venue de France. Qu'est-ce qui me poussa à suivre l'exemple de Descartes et à m'exiler aux confins de l'Europe? À cette question, je serais bien en mal de fournir une réponse convaincante, à la fois brève et concrète, mais puisque je ne suis pas au centre de cette histoire et n'y interviens qu'en qualité de simple témoin, je ne m'attarderai pas trop là-dessus. Je reste persuadé que l'attrait du lecteur va davantage vers le récit que vers celui qui le raconte. Mon service auprès du roi de Pologne coïncida, en ce temps, avec les pires circonstances. On avait l'impression que la puissance du mal s'était liguée contre le royaume polonais. Agité par la guerre, le pays, saccagé par l'armée suédoise, subissant par ailleurs des attaques moscovites à l'est, en Ruthénie, les paysans en colère s'étaient révoltés. Par une mystérieuse analogie, le souverain et ce malheureux État souffraient de nombreuses affections. Comme son royaume souffrait des incursions ennemies, ses attaques de mélancolie, il les soignait souvent avec du vin et la présence intime de la jante féminine. Sa nature pétrie de contradictions le poussait à multiplier les voyages, alors qu'il ne cessait de répéter combien il exerçait le mouvement et se languissait de Varsovie, où l'attendait son épouse bien-aimée, Louise-Marie. Le cortège poursuit sa route depuis le nord, où Sa Majesté était devenue faire état de la situation en Lituanie. Les troupes moscovites y avaient déjà fait leur apparition afin de mettre en œuvre
leur convoitise visant la Respublica, et les Suédois avaient en train de piller le pays par l'ouest. À croire que les forces maléfiques avaient choisi le sol polonais pour en faire leur cruel territorium de guerre. C'était ma première expédition dans cette région sauvage, et je commençais à regretter amèrement dès que nous quittâmes les faubourgs de Varsovie. N'eût été ma curiosité de philosophe et de botaniste, sans oublier les gages substantiels. J'aurais de loin préféré rester chez moi et de m'abandonner à le calme de mes observations. En effet, depuis mon arrivée dans ce pays, j'étais intrigué par un phénomène local, certes connu ailleurs dans le monde, mais particulièrement répandu ici. Oui, il suffisait de se promener dans les rues de ce pauvre Varsovie pour remarquer sur la tête des gens, Plica polionica, une bizarrerie pileuse, se présentant sous diverses formes, touffes, nœuds, nattes hérissées comme la queue d'un castor. Qui plus est, la plupart considéraient que cette plique était dotée d'un bon comme d'un mauvais pouvoir, de sorte de ses propriétés préféraient mourir. Paraît-il plutôt que d'en se débarrasser. Habitué au dessin, j'avais constitué un bon nombre de croquis et de descriptions du phénomène, dans l'intention de publier un opuscule sur le sujet de mon retour en France. Connue en Europe sous l'appellation variée, cette affection est sans doute la plus rare en France, pays où les gens prennent soin de leur apparence et passent leur temps à se faire friser les cheveux. En Allemagne, la pique polonaise de Marenloch. Alors, au pays de Galles et en Angleterre, on parle ici d'Elvish Knot. À une époque, alors que je faisais le tour de la base Saxe, j'avais entendu qualifier ce genre de chevelure les Seckensterst. En Écosse, on croit qu'il s'agit d'une coiffure portée par les premiers païens d'Europe, notamment par les tribus druides. J'avais même lu que l'apparition de la plique polonaise en Europe datait de l'invasion de la Pologne et des Tars sous le règne de Lécus le Noir. Selon certains, cette mode serait arrivée d'Inde. Je pris aussi connaissance d'une opinion sur laquelle les premiers à avoir introduit la coutume de garder leurs cheveux sales, emmêlés et tout fait feutrés seraient les Hébreux. On appelait Nazaire un saint homme qui avait fait le vœu de ne jamais couper ses cheveux afin de glorifier le Tout-Puissant. Dans mes travaux, j'étais secondé par un jeune Opalinski, un jeune fort garçon talentueux, qui me servait pas seulement de valet et de traducteur, mais m'avait aussi, dans mes recherches, et me soutenait moralement dans cet environnement inhospitalier. Nous voyageons à cheval. Le temps, ce mois de mars, était plutôt hivernal. La boue sur les routes, tantôt gelée, tantôt dégelée, se transformant en une affreuse gadoue. Un véritable marécage bourbeux, où s'enlissaient sans cesse les roues de notre carrosse chargées de bagages. Le froid glacial métamorphosait nos silhouettes en de gros ballots de fourrure. Dans la contrée marécageuse couverte de forêts, les habitations se trouvaient souvent fort éloignées les unes des autres, tant et si bien qu'il nous fallait accepter de rechigner de passer la nuit dans de misérables petits manoirs qui sentaient le refermer. Une fois, nous avions même dû dormir dans une auberge à cause de la neige qui était tombée en abondance. Ralentissions notre progression. Son Altesse royale gardait incognito et se faisait passer pour un simple gentilhomme. À chaque station, ayant emporté avec moi toute la pharmacopée, je lui appliquais des remèdes. Et il m'arrivait de m'allonger sur le lit de fortune pour pratiquer une petite saignée, mais quand cela m'était possible, je lui préparais des bains de sel pour qu'il y plonge son corps royal. De toutes les maladies dont souffrait le roi, la plus fâcheuse me semblait être le mal du Naples, que Sa Majesté avait contrarié en Italie ou en France. Bien qu'elle ne produisait pas d'effet visiblement et fût facile à dissimuler, du moins au début, ces effets pouvaient se relever dangereux et perfides.
On prétendait même que parfois la maladie touchait la tête et bouillonnait la raison. Aussi, dès le début de mon séjour à la cour, avais-je préconisé de traiter le roi au mercure pendant une durée de 3 semaines. Mais il ne pouvait jamais le temps pour appliquer dans le calme, sans compter qu'une telle cure s'avérait peu efficace en voyage. L'autre maladie royale qui m'inquiétait, c'était la podagre, communément appelée la goutte. Mais celle-ci semblait plus facile à prévenir puisqu'elle avait été cause essentielle de l'excès de nourriture et de boissons. Le jeûne semblait donc la meilleure arme contre elle. Mais il n'était pas de point d'usage de jeûner en route. À la vérité, je ne pouvais faire que peu de choses pour le roi. La fièvre ne le quittait pas, et lorsque j'auscultais ou le faisais saigner lors de nos haltes, car son sang tournait ses veines à cause de ses soucis, j'avais l'impression que son corps accumulait toutes sortes de tumules extérieurs. Cela n'arrangeait rien. Le roi se dirigeait vers l'Auve. Sur la route, il visitait les seigneurs locaux afin de solliciter leur appui et de leur rappeler qu'ils étaient au sujet des Polonais, car la fidélité de la noblesse était fort douteuse, étant donné qu'elle plaçait toujours ses propres intérêts avant ceux de l'État. La plupart du temps, nous étions bien accueillis, voire même reçus avec faste et largesse. Mais il ne sentait pourtant que je prenais le roi pour un commandeur. Un royaume où le monarque est élu par la voie de vote, cela n'était encore jamais vu. La guerre est un phénomène terrifiant et diabolique. Quand bien même les habitants ne seraient pas directement touchés par les batailles, elle se répand partout, s'infiltre dans toutes les chaumières, engendre la famine, la maladie, la peur. Le cœur des gens se durcit et il devient indifférent. La mentalité se transforme de façon radicale. On ne s'occupe plus que de soi-même. On ne pense plus qu'à sa propre survie. Cela fait de l'homme un être cruel et insensible. Que de malheureux ai-je pu voir tout le long de notre périple entre la Lituanie et le Love. Que la violence, la mort, la brutalité insoupçonnée. Des villages entiers brûlés, des champs dévastés, stériles, et partout se dressaient des gibiers, comme si tout le savoir artisanal des hommes s'était réduit à cette unique activité, fabriquer des outils pour détruire et tuer. Des corps humains non ensevelis, dépecés par des loups et des renards, l'œuvre funeste du sabre et du feu, tout cela, j'aurais voulu l'oublier. Aujourd'hui, de retour dans ma patrie, lorsque j'écris ces mots, ces terribles images défilent encore devant mes yeux, et je ne puis m'en défaire. Les nouvelles qui nous parviennent étaient encore de plus en plus mauvaises. La récente défaite du Hetman contre le Suède affecta tellement la santé du roi que nous avions dû nous arrêter pendant 2 jours entiers, afin que le monarque puisse se soigner à l'eau de Hongrie et boire des décoctions censées réparer les nerfs. Par une alliance occulte, son corps reflétait tout le mal que rongeait la Pologne. Après la bataille perdue à Sandomierz, avant même la réception des missives, nous annonçons cette terrible défaite. Le roi subit une nouvelle attaque de pogadre, accompagnée d'une forte fièvre et de douleurs si atroces que nous eûmes du mal à les calmer. À environ 2 jours de route de Luc, alors que nous traversions les forêts touffues et humides, après avoir passé la ville de Lubierzorium, incendiée par les Tatars, je m'étais soudain rendu compte qu'il n'existait pas sur Terre de pays plus affreux que celui-ci, au point de regretter d'avoir pris part à ce périple. J'étais même convaincu que jamais plus je ne reverrais ma maison, face à ces marécages sans fin, ces forêts humides, le ciel bas, et ces flaques d'eau saisies d'une mince couche de glace, telles des blessures d'un géant gisant à la terre. Nous, tous,
pauvres ou riches, monarques ou soldats, nous étions rien. Nous avons vu les murs calcinés d'une église, où les Tartares sauvages avaient enfermé les habitants du village pour les brûler vifs, les forêts et les potences, et des décombres noirs encore fumantes avec des cadavres d'hommes et d'animaux. Je compris alors l'intention du roi qui, en ces temps terribles où les forces extérieures déchiraient la Pologne de toutes parts, avait décidé de se rendre à l'œuvre afin de mettre son pays sous la protection de la Vierge Marie, dont le culte était particulièrement fort ici, espérant ainsi obtenir son intercession auprès du Seigneur Dieu. Au début, je trouvais bien curieuse cette dévotion portée par la Vierge. J'avais parfois l'impression que les gens du cru aduler une déesse païenne et que n'y voyaient pas de blasphème. Dieu lui-même et son Fils suivaient humblement le cortège de Marie, emportant derrière elle les cierges et les rubans. Ici, la moindre petite chapelle était dédiée à la Marie. Aussi, ayant pris l'habitude de ces effigies plus ou moins expressives, je finis moi-même par lui adresser mes prières à la tombée du jour où, dans l'île de froid et de ventre vide, nous cherchions un refuge pour la nuit, persuadés secrètement qu'elle était la souveraine de cet étrange pays, tandis que Jésus-Christ régnait chez nous. Il n'y avait guère d'autre solution que de s'y soumettre. C'est à elle, matin et soir, les gens adressaient leur lot de prières. C'est elle qui les implorait telle une mère, et c'est encore devant elle qu'ils se prosternaient. Ce jour-là, un roi ayant subi une nouvelle attaque de podagre, nous avions dû nous arrêter dans le domaine de Monsieur Kursechviz, chambellan de Luc. C'était une gentilhommière en bois, bâtie sur un îlot asséché au milieu des marais. Tout autour se trouvaient des massures, des bûcherons et quelques paysans et des domestiques. Sa Majesté refusa de dîner et partit vite se coucher. Mais le sommeil ne venait pas, et je dus l'endormir à l'aide de mes mixtures. La matinée était si radieuse que dès l'aube, quelques soldats du cortège royal, afin de tromper l'attente avant de reprendre la route, se lancèrent dans les fourrés pour y pister le gibier, et disparurent de notre vue. Alors que nous nous attendions à voir les chevreuils et la chair tendre des faisans, nos chasseurs nous ramènent une prise insoupçonnée, si bien que nous restâmes tous sans voix, y compris le roi, qui aussitôt se raviva. C'étaient deux jeunes enfants, petits et chétifs, très mal vêtus, couverts plutôt d'une toile épaisse, déchirés et souillés de boue. Leurs cheveux filasses et inextricables étaient rassemblés en nattes. Et il en va sans dire que cet exemple parfait de Pila Polynissa attirait d'emblée mon attention. Ligotés tels des chevreuils, les enfants étaient attachés à une selle, ce qui me faisait craindre qu'avec autant de brutalité, leurs os frêles aient pu subir quelques fractures. Les soldats nous expliquèrent qu'ils mordèrent et assénaient des coups de pied. Pendant que Sa Majesté terminait son petit déjeuner et attendait de boire ses tisanes, espérant améliorer ainsi son humeur, je m'étais éclipsé pour aller voir les 10 enfants. J'ordonnai d'abord de leur faire laver le visage. Ensuite seulement, je pus les détailler de plus près, prenant toutefois garde de ne pas me faire mordre. À en jurer d'après leur taille, ils devaient avoir entre 4 et 6 ans. Mais leur dentition me fit penser qu'ils étaient bien plus âgés. Malgré leur aspect si frêle, la fillette était plus grande et plus robuste que le garçon qui, menu et malingre, semblait pourtant bien vif. Mais ce qui me saisit le plus chez eux, c'était leur peau. Elle avait une teinte que je n'avais encore jamais vue. Entre le vert céladon et le vert olive, les touffus cheveux emmêlés qui leur retombaient sur le visage étaient pourtant clairs.
mais comme recouverte d'un dépôt verdâtre, semblable au lichen qui s'empare des pierres et des cailloux. Selon le jeune Opalinski, les enfants verts, comme nous les avions appelés, étaient sans doute des victimes de la guerre, nourris dans les forêts par la nature, comme cela se produit parfois. Preuve en est en histoire des Romulus et des Rémus, des fondateurs de Rome. Le champ d'action de la nature est immense, bien plus encore que celui, somme de tous les biens modestes de l'homme. Un jour, alors que nous parcourons la steppe depuis Molylex, l'horizon encore voilé par la fumée des villages incendiés, et des feux campés attisés par les armes avec les arbres coupés, dont les moignons pointés vers le ciel, le roi me demanda: Qu'est-ce donc que la nature? En mon âme et conscience, je lui répondis que la nature, c'était tout ce qui nous entourait, à l'exception de ce qui est humain, c'est-à-dire de nous et de nos créations. Le roi cligna